Monsieur Jean-Marie Sander. Bonjour. Vous êtes le président du Crédit Agricole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, on va s'intéresser aux spécificités du Crédit Agricole parce que c'est vrai que maintenant, c'est une très grande banque et peut-être que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est devenu une banque, je dirais, un peu comme les autres. Or, elle a encore vraiment des liens très importants avec le monde agricole. Quels sont-ils ? Je crois qu'il y a une histoire entre le Crédit Agricole et le monde agricole. Et on n'oublie jamais que le Crédit Agricole est né dans la difficulté, quand les agriculteurs étaient à la fin du siècle précédent dans les difficultés. Il est né par les agriculteurs, pour les aider, les financer. Même si aujourd'hui nous sommes devenus une très grande banque, il ne faut jamais oublier ses origines ni ses racines. Mais vous les financez encore aujourd'hui ? Nous avons aujourd'hui à peu près près de 9 agriculteurs sur 10 sont financés par le Crédit Agricole et pour nous c'est une très grande fierté. Est-ce que la crise est quand même passée par là ? Est-ce que vous prêtez moins d'argent aujourd'hui qu'hier, justement, en raison de la crise ? Si vous parlez par rapport à la crise, il y a eu la crise financière, la crise économique, et l'agriculture a passé, notamment fin 2009, début 2010, une crise spécifique à son secteur, et la plupart des productions étaient concernées, étaient touchées. Et nous avons fait des prêts spéciaux par rapport à l'agriculture pour les aider à passer ce moment difficile. Et un seul chiffre, en 2010, le Crédit Agricole a augmenté son financement à l'agriculture, donc dans la réalisation du crédit, de plus 5% par rapport à 2009. Donc vous prenez des risques pour eux ? Écoutez, nous avons toujours pris des risques. C'est notre métier et l'agriculture, on la connaît bien. Ce sont nos clients. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer à les financer. Alors, est-ce que tout de même, crise oblige, situation difficile pour le monde agricole oblige, est-ce que vous êtes plus regardant dans le choix des dossiers ? Est-ce qu'ils doivent être peut-être plus complets, mieux ficelés qu'avant ? Je crois que le banquier, quel qu'il soit, n'a jamais le droit d'oublier que il ne prête que l'argent que d'autres clients lui confient. Donc, quelque part, le risque est un élément très important, mais nous avons l'habitude, nous avons les spécialistes dans toutes nos 39 caisses régionales de France qui analysent les dossiers, qui connaissent bien les filières, parce qu'on ne finance pas seulement l'agriculteur au niveau de la production, eh bien, on finance aussi la transformation derrière, donc la filière de ce qu'on dit courant de l'agriculteur au consommateur, et bien sûr, nous continuons à les financer. Est-ce qu'il y a des produits spécifiques pour les agriculteurs ? Il y a d'abord, l'agriculture évolue et les besoins ne sont plus les mêmes. Je crois à une table précédente, on parlait des compléments de revenus d'agriculteurs, notamment par rapport au photovoltaïque, au solaire. Donc, ce sont des nouvelles filières que nous finançons. Donc, il y a des spécificités, mais qui évoluent de génération en génération. Et bien sûr, après, il y a des produits spécifiques que nous travaillons spécialement pour le monde agricole, particulièrement pour les jeunes. D'abord pour le monde agricole, par rapport à la politique agricole commune. Donc il faut préserver les agriculteurs dans l'avenir par rapport aux problèmes d'assurance récolte, aux aléas climatiques, aux aléas du marché. Mais pour les jeunes aussi, nous avons des produits spécifiques en assurance pour rentrer dans l'activité. Justement, rentrer dans l'activité, souvent les jeunes agriculteurs qui viennent sur ce plateau nous expliquent que c'est très difficile. Que c'est difficile de reprendre l'activité d'un agriculteur qui part à la retraite, que c'est difficile de trouver des financements. Qu'est-ce que du coup vous leur proposez ? Regardez, dans toutes les caisses régionales, tout projet correct a toujours trouvé au Crédit Agricole son financement. Que ce soit dans les productions d'élevage, dans les grandes cultures, ou maintenant sur des idées nouvelles, que ce soit de l'agriculture biologique, que ce soit de l'agriculture un peu différente que l'agriculture traditionnelle, nous faisons un honneur et un plaisir de les financer, car les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les clients et les administrateurs et les dirigeants de demain du Crédit Agricole. Sur 10 dossiers, vous en financez combien ? Nous finançons aujourd'hui, sur le territoire national, nous finançons 85% des installés, des gens qui s'installent, des jeunes qui s'installent dans l'agriculture. Et dans la tranche 25-40 ans, nous sommes à 87% de part de marché, donc un chiffre qui nous honore. Merci en tout cas, monsieur Jean-Marie Sander, d'être venu sur le plateau de Terre d'Info. Merci beaucoup. On passe à présent à notre rubrique Bienvenue en région.
Bienvenue en région, bienvenue à la Martinique. Pour nous faire découvrir cette île paradisiaque, j'ai le grand plaisir d'accueillir Louis-Daniel Berthom. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique. Oui, absolument. Et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'en 2009, il y a eu une grave crise dans les Antilles. Oui. Donc où on en est aujourd'hui? On sait qu'il y a eu des états généraux d'outre-mer. Absolument, il y a eu les états généraux qui ont été suivis par un conseil interministériel ici à Paris. Et donc, depuis 2009, nous mettons en place un certain nombre de choses pour développer notre agriculture. Alors, d'aucuns parlent d'agriculture endogène, mais en fait, ce sont les productions destinées au marché local, donc toutes les cultures de diversification en dehors endogène, définissez-nous de culture endogène, qu'est-ce que c'est? Alors, les cultures endogènes, c'est ce que nous appelons sur place les cultures de diversification, donc tout ce qui est en dehors de la canne et de la banane. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la patate douce? C'est de la patate douce, c'est les cultures maraîchères, les cultures vivrières. J'insiste sur la diversification de ces cultures, parce que au moment où il y a eu cette grave crise agricole, pendant 6 semaines, il n'y a pas eu de bateaux qui ont pu approvisionner l'île. Oui. Là, il y a vraiment eu une prise de conscience. Vous vous êtes dit, il faut être moins dépendant de l'extérieur. Absolument. Alors, il y a une prise de conscience de deux parties. D'abord des agriculteurs qui ont pense qu'il faut effectivement être à la disposition de la consommation locale, mais également des consommateurs. Parce que les consommateurs, dès que la crise s'est terminée, courent dans les grandes surfaces et donc ne voient pas notre production. Et donc il est important que ces deux parties-là prennent conscience qu'il faut absolument développer une agriculture locale, une agriculture de proximité qui permette de nourrir la population tous les jours et pas simplement quand il y a une crise. Et donc ce qui se passe en ce moment dans le monde nous montre que nous avons besoin de développer cette agriculture. Merci beaucoup monsieur Berthom d'être venu nous parler de la Martinique. On passe à présent à notre rubrique Les médaillés 2011. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bernard Malabirade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint à la Fédération nationale bovine. Autant dire qu'en ce moment, vous êtes un homme attaqué. On est effectivement attaqué aujourd'hui sur la viande bovine, sur les systèmes d'élevage par rapport aux gaz à effet de serre, par rapport au bien-être animal. Et on ne comprend pas très bien ce qui se passe, notamment sur le gaz à effet de serre, où en fait on est en train de nous opposer au pétrole, la viande bovine, alors que le pétrole, ce sont des carbones qui ont été stockés pendant des millions d'années et qui se déstockent finalement sur très peu de décennies, nos décennies de consommation, alors que la viande bovine, elle a un cycle vivant avec l'herbe qui restocke dans le sol. J'explique juste en effet que on a parlé d'augmentation de gaz à effet de serre provoquée par les ruminants. Pourquoi ? Parce que les ruminants sont les seuls qui peuvent transformer l'herbe, la cellulose, par un système de fermentation et de symbiose avec des bactéries dans leur grand estomac, dans la panse. Et donc ce système de fermentation dans leur panse produit du méthane. Et donc c'est ce méthane qui aujourd'hui est voué à des attaques, parce qu'effectivement c'est un gaz à effet de serre. Mais ce que nous disons et ce que nous pensons, c'est qu'en fait notre méthane, il est compensé par le stockage de carbone par les prairies. Oui, la prairie en fait fixe le carbone. La prairie fixe du carbone, donc on a un cycle vivant de ce carbone-là, et il n'a rien à voir avec celui des produits pétroliers, où on déstocke finalement sur peu de décennies des quantités énormes qui ont été stockées pendant des millions d'années avant nous. On a quand même une image de la consommation de viande qui aurait énormément augmenté ces dernières années. Est-ce que c'est vrai ou là encore c'est une idée reçue ? Non, elle diminue. Elle diminue, je vous disais 16 kilos de viande par habitant. C'est quoi? C'est 2 steaks hachés par semaine et par habitant. Donc c'est peu de choses. C'est pas très important. On est tout à fait dans les recommandations du plan national nutrition santé. On n'est pas du tout en excès au niveau de la consommation traditionnelle française. Autre question importante, est-ce que la consommation de viande a changé? Est-ce qu'on ne mange pas les mêmes morceaux aujourd'hui qu'avant? Alors effectivement, avant on allait chez son boucher plus régulièrement et on mangeait ce qu'on appelle des piécés, c'est-à-dire la tranche de steak ou d'entrecôte. Aujourd'hui, il y a une évolution vers le steak haché, notamment chez les populations jeunes et dans les écoles. C'est pas forcément très... Parce que ça va plus vite aussi ?
Ça va plus vite, c'est goûteux, c'est pas forcément très bon parce que même les nutritionnistes disent tiens, nos enfants ne mâchent plus et finalement peut-être ils auront des problèmes de dentition lorsqu'ils seront adultes. Donc je crois qu'il faut savoir manger du steak haché mais aussi consommer de temps en temps des morceaux piécés qui font bien mastiquer et sont peut-être beaucoup plus goûteux. Comment du coup vous gérez les relations ONG-éleveurs qui en ce moment sont tendues ? Alors, par le Centre d'information des viandes, depuis 15 ans maintenant, nous avons des relations étroites avec les ONG, de concertation, de discussion sur les évolutions à la fois de la consommation de viande, mais aussi sur le travail des éleveurs dans les exploitations et notamment sur les engagements de chartes de bonnes pratiques d'élevage. Donc il y a une discussion régulière et on est un peu surpris de voir un peu de clientélisme par des affiches ou par des déclarations ou par des titres de journaux qui d'un coup nous montrent du doigt alors que notre porte est ouverte à la concertation. Mais c'est un peu bizarre d'avoir ce comportement-là des ONG. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent que le monde agricole a envie de bouger et bouge, a fait beaucoup de choses pour l'environnement et en fera beaucoup d'autres encore. Mais ce n'est pas en nous montrant du doigt qu'on encourage les agriculteurs à faire. Là, on les met sur une position de refouloir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut les encourager, il faut les pousser à bien faire. Merci en tout cas Bernard Malabirate d'être venu. On va poursuivre un petit peu cette discussion avec notre rubrique Bienvenue en région puisque je reçois un éleveur. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Terre d'Info pour ce JT, un JT spécial d'hommes aujourd'hui. Vous le savez, 2011, c'est l'année des Outre-mer et j'ai le plaisir de recevoir Madame la ministre chargée de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les Outre-mer sont très variés, d'où l'année de cette année des Outre-mer pour un peu essayer de montrer la diversité de ces îles, de ces territoires. Oui, effectivement. D'ailleurs, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on dit les Outre-mer. Il y a quelques années, on disait l'Outre-mer. Donc, il y a une vraie volonté du gouvernement de montrer, de changer le regard sur les Outre-mer, de prendre en compte cette diversité, parce que l'Outre-mer apporte beaucoup à la nation, beaucoup à la France, parce que grâce à l'Outre-mer, nous sommes présents dans les 3 océans et nous rayonnons dans le monde. Et cette image de l'outre-mer, je pense qu'il est important de la valoriser. Certes, l'outre-mer est une destination touristique, mais l'outre-mer, ce n'est pas simplement une destination touristique, c'est bien les activités qui, à des moments donnés, peuvent être des pôles d'excellence. Il faut le faire savoir. Il faut que nos compatriotes métropolitains aient un autre regard de l'outre-mer. Il faut mettre à mal les préjugés pour que, effectivement, les ultramarins, dans la relation qu'ils ont avec la métropole, se sentent bien au sein de la République. Vous parlez de préjugés, justement, pour marquer l'importance de cet événement, les 12 colonnes du Palais Bourbon ont revêtu les couleurs de l'année de l'Outre-mer, des couleurs comme le jaune, symbole du soleil, le bleu, symbole des mers et des océans, mais surtout de l'unité des peuples. C'est important après ce qui s'est passé en 2009, au moment où il y a eu une grave crise raciale, sociale en Guadeloupe et en Martinique. C'est très important et nous avons choisi le Palais Bourbon. Pourquoi ? Parce que l'Outre-mer a beaucoup apporté à la construction de la République. Nous avons eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour les valeurs que porte notre République. Et ce symbole d'unité, je pense qu'il était très important de montrer que l'Outre-mer n'est pas à côté de la République, mais bien au cœur des préoccupations de notre nation. Et ça, je crois que ce message n'est pas suffisamment relayé. Et nous avons voulu faire dans la sobriété, mais aussi dans le symbole. Et je crois que le Palais Bourbon est une réussite à ce niveau-là.